bienvenue, ravi de vous accueillir ici dans cette très belle salle pour cette deuxième partie de journée, pour cette première journée des rencontres Santé Publique France. On est heureux de vous voir très nombreux. Je salue celles et ceux qui sont en direct et qui nous reçoivent via le stream de cette journée. Bienvenue à tous donc. Nous allons cet après-midi pour commencer évoquer pendant une heure la pratique sportive, l'activité physique qui a été déclarée grande cause nationale 2024 et qui s'inscrit dans un contexte de changement climatique. On va donc se poser plusieurs questions cet après-midi. On verra ensemble les mécanismes physiopathologiques qui peuvent émerger lorsque l'activité sportive est pratiquée en période de forte chaleur. Nous verrons quelles sont les différentes actions qui sont possibles afin de continuer cette pratique sportive, et cela quel que soit le niveau du sportif, de l'individu, et puis comment adapter les milieux. Est-ce qu'il va falloir certaines modifications selon les endroits où l'on fait du sport? Parler aussi de l'encadrement des encadrants, du personnel encadrant, afin de promouvoir les comportements individuels qui sont favorables à la pratique donc sportive en cas de forte chaleur. Je demande à nos trois invités de monter sur scène. Ils vont nous rejoindre. Jeanne Bouten, qui est docteur doctorante à l'INSEP, que vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Gilles Sargex, docteur spécialisé en médecine, biologie du sport, ministère des Sports. Et Anne Verrier qui nous rejoint. Agnès Verrier en charge de la prévention en santé et environnement à Santé Publique France. Bienvenue à tous les trois, Jeanne Bouten, Gilles Sargex et Agnès Verrier. On va donc échanger ensemble pendant une heure. Vous pouvez à tout moment lever la main dans la salle si vous avez des questions à poser à nos trois intervenants. Et vous qui êtes connectés à distance, eh bien vous avez l'occasion d'envoyer via la plateforme de diffusion vos questions. On s'en fera le relais évidemment à tout moment. Un chiffre, tout d'abord, un rapport du WWF qui date déjà de 2021 a révélé que les températures allant donc plus 4 degrés et on y tend vers ces plus 4 degrés à horizon 2100 allaient faire perdre 2 mois de pratique sportive aux Français, ce qui est considérable. Quand on parle de ce chiffre, on va voir évidemment ce que l'on peut mettre en place pour essayer de continuer à favoriser la pratique sportive. Jeanne Bouten déjà parlé du travail que vous faites au niveau de l'INSEP. Qu'est-ce que vous faites précisément, concrètement? Quel est le travail que vous faites en lien avec les effets aigus de la chaleur sur les sportifs de haut niveau? On en parle avec vous. Oui, merci beaucoup. À l'INSEP, on regarde les effets de l'exercice en chaleur et nous, on le fait surtout chez les athlètes de haut niveau. Donc, quand on fait de l'exercice en général, les muscles ils vont produire une chaleur métabolique. Et par la transpiration, mais aussi par la peau à l'air ambiante, on perd cette chaleur assez facilement quand c'est un jour comme aujourd'hui. Par contre, quand il fait très chaud, comme la différence entre température ambiante et notre peau est petite, ben c'est beaucoup plus dur à perdre cette chaleur. Et là, le corps va travailler plus. Donc, on va transpirer plus. On va envoyer plus de sang au peau et comme ça, le cœur, par battement, il va éjecter moins de sang. Et pour compenser, pour maintenir le même type d'effort, ben, la fréquence cardiaque doit monter, ce qui met un stress de plus sur le cœur. En plus, la température corporelle va monter, ce qui met aussi un stress sur le cerveau et le système musculaire. Et comme ça, la performance de l'athlète va baisser entre 5 et 30%, peu dépendant de discipline et de sport et de la durée. Mais le même effet que je viens de dire, c'est pas juste négatif pour la performance, mais ça peut aussi avoir des effets négatifs pour la santé. Il y a donc un effet global sur l'organisme avec une augmentation des températures lorsqu'on fait la pratique sportive. Comment est-ce que justement on doit s'adapter? Qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce que vous pouvez parler d'un programme que vous avez mis en place pour accompagner les sportifs de haut niveau? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement en cas de forte chaleur pour continuer à pratiquer son activité sportive? Oui, il y a plusieurs options, plusieurs modèles que tu peux utiliser. Par exemple, mon collègue, il est actuellement avec les filles de rugby 7 en préparation finale des Jeux olympiques. Et après leur stage altitude, ils vont au Portugal pour s'acclimater là, naturellement, pendant 2 semaines. Bien sûr que c'est pas possible pour tous les athlètes. Donc nous, on a un modèle. Le programme qu'on utilise le plus souvent, c'est que les athlètes, ils viennent nous visiter
à l'INSEP, dans notre labo où on a une chambre thermique. Et là, ils font des séances d'une heure, 1h30 à 35, 60 c'est un peu beaucoup, à 35-40 degrés. Et ça se passe comment concrètement, ces séances de mise en situation dans des cas concrets? Oui, donc les athlètes, ils arrivent chez nous, ils font ça pendant 2 semaines. Après 15 minutes où ils se reposent dans la salle pour adapter un peu, on leur donne un thermomètre interne pour mesurer la température corporelle. On leur met une ceinture fréquence cardiaque et aussi on va mesurer le volume de transpiration et la concentration des électrolytes. Et après, l'athlète, soit il se met sur le vélo, soit il se met sur le tapis roulant pour faire de l'intensité pendant 60 minutes très très bas. Donc on ne va pas mettre des intensités fortes là. Quels sont les résultats que vous mesurez justement dans ces mises en situation? Oui, donc on regarde la température corporelle parce qu'on veut voir ça. On regarde le volume de transpiration et là, on veut voir qu'ils vont augmenter leur volume de transpiration. Donc, ils vont perdre plus de eau pour mieux donner ou perdre la chaleur. On veut que la concentration d'électrolytes baisse, donc ils vont transpirer plus, mais ils ne vont pas perdre plus de sodium, plus de potassium. Et aussi, on veut que le volume sanguin, ça va monter. Et ces adaptations, ça permet de moins monter en fréquence cardiaque pour la même intensité, mais aussi moins monter en température corporelle. Et grâce à ces adaptations, leur performance va approcher leur performance en chaleur comme en des jours comme aujourd'hui. Mais aussi, et ça c'est intéressant, les mêmes adaptations, ça va aussi aider à limiter le risque quand ils font l'exercice à la chaleur pour les effets santé. Il y a une réelle baisse de la performance avec des chaleurs beaucoup plus importantes? Oui, tout à fait. Donc pour des sports courts, moins d'1 minute ou encore moins, tu peux avoir un effet bénéfice, mais à partir de là, surtout à partir de 10 minutes, il y a vraiment un effet négatif jusqu'à même 30% si ce sont des disciplines longues et intenses. Quels sont les signes d'alerte que l'on doit prendre en compte et quels sont les risques que vous avez, vous, identifiés? Donc, il y a pas mal de symptômes que tu peux avoir. Les symptômes les plus bénins, c'est comme des œdèmes ou des crampes liées à la chaleur. Là, c'est pas du tout grave. Par contre, c'est déjà bien d'être alerte parce que ça montre que tu n'es pas tout à fait en train de bien tolérer la chaleur. Après, tu peux aussi avoir l'épuisement par la chaleur. Donc là, tu as une insuffisance cardiovasculaire, une hypotension, très fatigué central, mais aussi énergétique. Et ça sont aussi des signes à vraiment faire attention parce que ça peut évoluer vers un coup de chaleur. Mais le coup de chaleur, ça peut aussi venir soudainement sans les effets ou sans les symptômes avant. Et donc là, c'est les symptômes de coup de chaleur. C'est quand ton température monte en dessus de 40 degrés. Ça peut être moins aussi, le cut-off c'est 40 degrés. Des symptômes neuropsychiatriques, donc si tu as plus d'irritabilité, la conscience change un peu de confusion. Et comme la température monte, ça peut induire des inflammations systémiques, mais aussi des lésions organiques. Donc là, ça c'est vraiment un cas médical assez urgent, parce que si dans des cas extrêmes ça développe plus loin, tu peux aller en coma et ça peut même induire la mort. Parmi les études que vous avez réalisées à l'INSEP, est-ce que vous êtes aperçu que ces risques sont limités quand le sportif est en bonne santé ou pas forcément? Pas forcément. Bien sûr, si on va voir les athlètes au JO qui font des performances extraordinaires j'espère pas, mais 35 degrés, tu peux penser, moi je suis en bonne santé, je peux faire ça. Tout d'abord, c'est important à savoir que les athlètes, ils ont fait une préparation professionnelle, ce que nous, on ne fait pas. Mais en plus, il y a des risques quand tu es plus âgé, selon ton BMI, ton activité physique. Mais il y a aussi des risques liés à la manque de sommeil, à la déshydratation et quand tu es malade, quand tu as une infection que tu sais peut-être pas. Donc, même si tu es en bonne santé, c'est pas une bonne idée de faire les performances ou des exercices en plein soleil. Parce que même les athlètes qui sont bien préparés, eux aussi, ils peuvent encore avoir des coups de chaleur.
Les études que vous faites, on le rappelle, sont des études qui sont réalisées auprès des sportifs de haut niveau. Qu'est-ce qui ressort de ces études et comment ça sert peut-être à la pratique du grand public? Comment ça peut servir au grand public, ces études? Donc, ce que nous, on voit, forcément, si tu fais les adaptations à chaleur, si tu t'entraînes en chaleur, tu commences à supporter mieux. Ce qui veut dire, par exemple, en période de vague chaleur, que les gens comme toi et moi, on sera plus susceptibles au début de vague de chaleur et à la fin de vague de chaleur, on aura déjà quelques adaptations. Par contre, si on n'a pas bien dormi, ça peut augmenter notre risque parce que s'il fait chaud, parfois tu dors pas trop bien la nuit. Donc, en gros, comme tu as déjà eu en fin d'été, le risque sera un peu moins. Donc, surtout au début d'été, c'est encore plus important d'être vigilant. Merci Jeanne pour ces précisions. Si vous avez des questions à poser là sur ce premier volet de cette étude qui a été réalisée auprès des sportifs de haut niveau, n'hésitez pas à lever la main ou vous pouvez nous envoyer vos questions via la plateforme de diffusion. On va poser et passer la parole à Gilles Ansargex. Vous êtes docteur spécialisé en médecine et biologie du sport au ministère des Sports. Merci Gilles d'être avec nous. Votre cœur de métier porte en fait sur les sportifs licenciés. On va donc avec vous évoquer à la fois la formation des cadres sportifs, la mise à niveau des infrastructures sportives, c'est important, et se pencher aussi sur les conseils que l'on peut donner aux fédérations. Première question, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la prise en conscience, en considération du sujet par les fédérations? Quelle est la maturité des fédérations sur le sujet? J'aurais tendance à vous dire que oui, les fédérations ont pris vraiment conscience de ce problème. D'ailleurs, depuis le premier plan national canicule qui est sorti suite à l'épisode caniculaire de 2003, régulièrement, tous les ans, le ministère des Sports informe l'ensemble des fédérations sportives avec tous les documents, je veux dire, qui soient officiels ou des conseils de prévention. On leur adresse tous les ans donc l'ensemble de ces documents et de ces conseils pour qu'ils en prennent conscience. Et on espère que quand les fédérations reçoivent tous ces documents, bien évidemment, ils s'en emparent et les diffusent auprès de leur club et de leurs licenciés. Mais vous avez des retours des fédérations qui ont conscience en fait du fait de faire évoluer la pratique sportive, de fait aussi de faire évoluer les dispositifs qui sont mis en accompagnement des sportifs? Bien sûr, alors je peux pas parler pour toutes les fédérations, mais en tout cas on en connaît quelques-unes qui déjà émettent des règles bien spécifiques lors des épisodes de forte chaleur. Donc alors c'est souvent dans le milieu professionnel et dans le sport de haut niveau, mais on voit bien par exemple lors des matchs de Ligue 1 quand il y a des épisodes de canicule, les matchs sont souvent reportés d'horaire, on en rajoute des pauses fraîcheur dans les mi-temps pour justement que les sportifs soient protégés. Donc je pense que oui, il y a vraiment une prise de conscience. Alors après, au niveau de tous les petits clubs, c'est déjà plus compliqué à je vais dire avoir une idée, mais on espère qu'ils en prennent connaissance. D'un autre côté, il y a aussi des fédérations internationales qui aussi fixent vraiment des seuils à la fois de température et de taux d'humidité pour interdire ou reporter une compétition sportive en raison des risques pour la santé des sportifs. Il y a un vrai travail de sensibilisation que le ministère des Sports fait auprès des fédérations. Vous avez d'ailleurs édité un guide, Être sportif et responsable. Vous pouvez nous parler de ce guide ? Alors oui, c'est un guide qui a été édité, qui est sorti pour la première fois l'année dernière. Et donc là, il va y avoir une mise à jour pour cette année. Donc le guide n'est pas encore sorti, mais ça devrait être incessamment sous peu. Et donc c'est un guide qui comporte à peu près 45 mesures ou recommandations et qui est divisé en deux parties, dont une concernant la protection des publics et les risques sanitaires donc liés à la chaleur. Et puis une autre partie qui est plutôt sur le volet développement durable et qui est centré sur la gestion des eaux et de l'énergie. Donc dans la première partie, donc vous avez un volet qui est destiné aux sportifs où là sont rappelés un certain nombre de conseils et de mesures de prévention. Comme l'a dit Jeanne tout à l'heure,
on les invite à bien reconnaître et à bien connaître les pathologies qui sont liées à la chaleur pour pouvoir bien les reconnaître et en tirer la conduite à tenir. Il y a aussi des rappels qui sont faits sur l'hydratation, sur l'équipement sportif, sur l'alimentation, enfin tout un tas de conseils qui sont importants en période de forte température. Et puis vous avez un autre volet qui concerne plutôt les organisateurs de manifestations sportives, où aussi on les invite à mettre en place, notamment dans les fédérations, un plan de prévention lorsqu'il y a des épisodes caniculaires, où là on leur demande de prévoir des aménagements, de mettre à disposition de l'eau à la fois pour les sportifs et les spectateurs, enfin tout un tas de mesures qui sont recommandées. Et puis un troisième volet qui sont pour les pouvoirs publics, pour leur rappeler qu'il existe différents plans. Il y a un guide Orsec sanitaire de gestion des vagues de chaleur. Il y a un plan de vagues de chaleur qui est édité par le ministère de la Transition écologique, où dedans il y a déjà un certain nombre de recommandations pour le monde sportif. Alors l'encadrement des professionnels, c'est une chose. Il faut qu'on parle aussi de l'évolution des infrastructures. Comment est-ce que les stades, comment est-ce que les salles, les gymnases doivent s'adapter aussi face à cette évolution? C'est des questions qui sont déjà anticipées aujourd'hui? Alors oui, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a eu une enquête qui avait été faite récemment qui montrait que 50% des infrastructures sportives ont été construites avant 1987. Il va falloir les refaire, c'est ça, les réadapter. Et donc, dans ces 50%, on a bien remarqué qu'elles étaient inadaptées, je vais dire, lors des épisodes de forte température. Donc oui, il va falloir les adapter et les rénover. Et d'ailleurs, dans le prochain plan national d'adaptation au changement climatique, il va y avoir des mesures qui devraient être prises pour la résilience justement des infrastructures sportives, justement pour les rénover et les mettre aux normes. Mais par exemple, les nouvelles structures, en principe, prennent en compte ce phénomène, à la fois le froid et la chaleur, pour pouvoir faire face à ce type d'épisode. Donc après, il y a plusieurs modalités, essentiellement l'isolation, le choix des matériaux. On parle aussi de végétalisation, donc à la fois des infrastructures extérieures mais aussi intérieures, où on peut végétaliser les murs ou les plafonds parce que ça a une capacité d'absorber la chaleur, et donc c'est tout à fait bénéfique dans ce genre d'épisode. Vous avez des exemples d'infrastructures qui ont été réalisées justement en tenant compte. On imagine qu'avec l'approche des JO, il y a forcément des lieux qui ont été imaginés, peut-être la piscine, gymnase qui se trouve en 93. C'est vrai que les derniers équipements qui ont été prévus pour les JO ont bien évidemment intégré toutes ces notions et tous ces facteurs. Plus globalement, vous le disiez, il y a une anticipation aussi à prévoir sur les compétitions. Quel est le travail qu'il faut faire pour adapter peut-être certaines compétitions sportives? Alors, pas certain qu'on ait 35 degrés cet été à Paris. C'est pas tellement d'actualité aujourd'hui. On ne sait pas dans un mois la température. Mais il y a déjà eu des cas de compétitions qui ont été légèrement décalés. Ça, c'est une nécessité. C'est du ressort de qui d'ailleurs? Des fédérations, des organisateurs? Alors oui, ça dépend de quel type de compétition. Si vous parlez d'un grand événement international, donc en fait c'est l'organisateur, donc qui peut être le plus souvent une fédération internationale. Mais là, en l'occurrence pour les Jeux Olympiques, il y a à la fois l'État français, mais aussi le Comité international olympique et le COJO. Donc je ne sais, ça m'étonnerait que les Jeux soient, je veux dire, interrompus, mais en tout cas, pourrait y avoir éventuellement des aménagements prévus pour certaines épreuves, justement en fonction des règles qui sont établies par les fédérations internationales. Quand on voit que la Coupe du Monde de foot l'année dernière s'est déroulée au Qatar, on a les JO 2030 qui sont prévus au Maroc, il me semble, il va falloir penser à ça, au fait que les températures ne seront pas forcément les mêmes qu'à Paris. Alors c'est clair qu'à l'avenir, il faudra peut-être vraiment se poser la question, mais c'est vrai que c'est relativement difficile, surtout pour les grandes manifestations internationales, parce qu'elles ont
souvent lieu l'été, surtout pour les disciplines en extérieur, parce que justement on essaye d'avoir, je vais dire, un climat, on va dire, non pluvieux, parce qu'il y a certaines disciplines durant la pluie c'est très compliqué, mais c'est bouleverser les calendriers, c'est pas évident, parce que les calendriers de manifestations sportives sont déjà surchargés. Donc je pense qu'il va falloir quelques années avant de pouvoir se mettre en ordre de marche. Et puis la période estivale est aussi souvent recherchée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons climatiques, mais aussi parce que la plupart des championnats s'arrêtent pendant la période estivale, et donc c'est là aussi qu'il y a une période propice pour organiser de grandes manifestations internationales. 2028, les JO à Los Angeles et la Coupe du Monde de foot en 2030 au Maroc. Voilà, pour les bonnes dates. Comment est-ce que le public, le grand public, et on va faire le lien dans quelques instants avec Agnès, comment est-ce que le grand public, Gilles, doit s'informer de tout ce changement et de toute cette transformation qui accompagne la pratique sportive? Alors, il y a pas mal de choses qui sont mises à leur disposition. Alors, d'abord, il va y avoir une campagne, il y a toujours une campagne de communication grand public, et puis après, je veux dire, à la fois sur le site du ministère des Sports, mais sur le site du ministère de la Santé, sur le site du ministère de la Transition écologique, vous avez un certain nombre, je vais dire, de documents et de recommandations qui sont mises en ligne et qui sont évidemment consultables par tout le monde. Alors après, là, je ne parle pas uniquement que grand public, mais par exemple, nous, au ministère des Sports, nous avons créé une boîte aux lettres spécifique où les gens de l'écosystème sport peuvent éventuellement nous faire à la fois des remontées de terrain, mais en même temps nous poser des questions. Donc on a mis en place depuis l'année dernière et qui est ouverte pendant la saison estivale. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions pour le ministère des Sports, pour Gilles, là dans la salle, ou peut-être à distance si vous nous regardez? Pour l'instant, pas de questions qui arrivent via le live stream. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un lève la main? Pour Gilles ou pour Madame? On va vous amener le micro pour Gilles ou pour Jeanne, et on donnera la parole à Agnès Verrier de Santé publique France dans quelques instants. On peut prendre quelques minutes si vous le souhaitez. Bonjour, je vous propose de vous présenter et de poser votre question. Bonjour, oh pardon, c'est fort. Bonjour, Amandine Richaud-Crampe de l'ADEME, donc l'opérateur d'État pour le ministère de la Transition écologique, pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc c'est l'agence de la transition écologique. Pour vous dire que ce sujet du sport dans la question, dans un contexte de changement climatique, c'est quelque chose que nous travaillons fortement aujourd'hui. Et donc pour le ministère, je ne sais pas si vous avez été au courant, c'est assez très très récent, mais on va sortir un avis sur la question de l'activité physique et sportive dans ce contexte de changement climatique, et donc avec toutes les recommandations qu'il peut y avoir sur les bâtiments. Donc on travaillera forcément avec vous, et on est prêt en tout cas pour vous accompagner aussi là-dessus avec notre expertise. Eh bien, merci pour cette précision. La prochaine fois, vous viendrez sur scène pour en parler ou j'espère pour présenter le dossier. Malheureusement, avec le contexte électoral, ça ne sortira pas comme prévu avant les JO. En tout cas, peut-être que oui, on n'en sait rien. Ouais. Mais sachez qu'on a un magazine, donc l'ADEME Mag, qui va être consacré pour le mois de juillet uniquement à ces questions-là, et aussi sur la continuité des grands événements sportifs nationaux et internationaux, tout ce qui se fait aussi au niveau des gestes éco-responsables. Et la question vraiment des infrastructures, ce qui a été parlé, c'était sur le bâtiment, ouais. Mais il y a aussi toute la question aussi de la mobilité active, du design actif et de l'aménagement pour l'extérieur qui est important, et en lien avec cette question essentielle de santé publique de l'activité pour diminuer l'épidémie d'obésité qu'on vit aujourd'hui malheureusement dans le monde. Et donc j'imagine que le document sera mis en ligne sur le site de l'ADEME. Alors l'ADEME Mag, oui, ouais. Il sera en ligne et aussi dans vos boîtes mail pour les collectivités ou les personnes qui sont abonnées. Mais sur la question de l'avis de l'ADEME sur ce sujet-là, ce sera quand on aura le droit de refaire de la communication, vous serez forcément informés. Et on a travaillé avec le ministère des Sports, en tout cas les techniciens et techniciennes également. Merci pour ce complément d'information. Est-ce qu'il y aurait une question à poser? Voilà, Jean-Monsieur qui lève la main. Bonjour, bienvenue. Je vous laisse vous présenter et vous poser votre question. Bonjour, Yvan Berlin, Pitié-Salpêtrière. Depuis longtemps, on essaye, c'est-à-dire on a milité en milieu tennistique sans succès.
de tenir compte de l'exposition au soleil. Donc c'est beaucoup plus fréquent évidemment que l'exposition à des températures fortes, et j'ai pas vu des communications ou des dispositifs de prévention, et en particulier auprès des jeunes, pour les sports à l'extérieur, en plein air, pour la protection contre les rayons de soleil et en prévention des cancers cutanés. Donc, vu de l'extérieur, il me paraît que c'est un domaine un peu oublié, ou si c'est pas oublié, c'est pas renforcé, et surtout à la jeune, que vous savez parfaitement qu'il y a un capital solaire qui s'accumule avec les années. Donc, c'est un point qui nécessiterait une communication et des dispositifs plus importants dans le milieu sportif grand public, pas nécessairement sport au haut niveau. Merci pour cette question. Gilles, vous voulez prendre la parole sur la question? Justement, dans notre fameux guide été sportif et responsable, il y a évidemment des conseils sur la protection des rayonnements solaires, ça c'est évident. Alors après, je me souviens qu'il y a quelques années, on avait fait une campagne, d'ailleurs je crois que c'était avec Santé publique France, une campagne justement sur la prévention des cancers cutanés. Et alors peut-être qu'il faut la remettre au goût du jour et la ressortir. Et en tout cas, on va essayer de prendre ça en compte pour y remédier. On va laisser la parole à Agnès Verrier. On reviendra vers vous tout à l'heure pour d'autres questions, et d'autant qu'il y en a plusieurs qui arrivent là sur le live. Agnès, merci d'être avec nous. Vous êtes en charge de la prévention en santé et environnement à Santé publique France, et vous vous préoccupez notamment de la prévention des risques en lien avec donc les fortes chaleurs auprès d'un public cible qui est le sportif du dimanche. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut qualifier, présenter le sportif du dimanche? C'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est nous tous? Voilà, ça marche. Non, allez-y. En fait, comme Jeanne vient de parler des sportifs de haut niveau, Gilles, des sportifs qui sont affiliés à des clubs ou dans des fédérations. Nous, finalement, on va s'adresser à la dernière catégorie de sportifs, qui sont donc les personnes qui pratiquent un sport à titre individuel, non encadré. Donc, effectivement, c'est le sportif du dimanche, mais c'est pas forcément le sportif du dimanche. C'est le sportif qui fait un jogging tous les jours, mais dans une démarche individuelle, sans encadrement. Et c'est nous plutôt à celui-là qu'on vise. Donc tous les conseils qu'on propose depuis cette année. Et est-ce que le sportif du dimanche est plus vulnérable et plus sensible à une augmentation de la chaleur que les sportifs de haut niveau, par exemple? Et peut-être aux UV aussi, pour répondre à la question de monsieur, elle était pertinente. Oui, bien sûr. Donc depuis 2004, les sportifs sont considérés comme une population vulnérable aux fortes chaleurs, mais je dirais que c'est plus une pratique qui va conduire à la surexposition à la chaleur qu'il faut considérer comme une vulnérabilité à la chaleur, puisque voilà, les sportifs de haut niveau sont encadrés médicalement, de manière technique, etc. Et finalement, le sportif individuel est livré à lui-même. Donc on a des études qu'on a mis en place qui ont montré que cette catégorie de personnes non seulement surestimait sa capacité à résister à la chaleur, mais elle était aussi peu encline à modifier sa pratique sportive quand les températures augmentent. Donc c'est vraiment une catégorie assez spécifique. Qu'il faut donc sensibiliser, acculturer au fait de peut-être changer sa pratique sportive quand les températures sont un peu plus élevées. Vous avez mis en place un site qui s'appelle vivreaveclachaleur.fr, qui est un véritable outil de sensibilisation. Vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc cette année, on a déployé un nouveau dispositif qui vient compléter le dispositif canicule qui existe depuis 2004, dans lequel il y avait vraiment un message très très court qui donc préconisait des activités douces pendant les fortes chaleurs. Mais comme vous l'avez dit en introduction, depuis 2015, on connaît de plus en plus d'épisodes caniculaires, que les chaleurs sont persistantes une bonne partie de l'été, notamment dans le sud de la France, et que les projections montrent que ces épisodes caniculaires vont se multiplier et que les températures vont augmenter.
Donc, nous, ce qu'on a souhaité, c'est plutôt développer un dispositif qui va maintenant ancrer des habitudes de vie dès que les températures augmentent et pas uniquement en période de canicule, pour que les personnes puissent continuer à vivre normalement, et notamment les sportifs, mais en adaptant leur activité sportive. Votre mission est donc d'agir sur le comportement des sportifs. Hein. C'est bien ça, c'est la mission que vous êtes donnée. Alors tout à fait. Nous, en fait, on agit sur les comportements, on promeut les gestes favorables à la santé. On sait que, on ne démontre plus que le sport est bon pour la santé. Donc, il ne s'agit pas de renoncer à son activité sportive, mais plutôt de l'adapter, donc en changeant sa pratique et en faisant quelques aménagements sur l'heure, le lieu, de sa pratique. Et donc ce nouveau dispositif qui cible 2 populations vulnérables à la chaleur dans sa première version, on espère étendre à d'autres populations vulnérables à la chaleur dans les années à venir. Mais on a choisi de s'intéresser pour cette première année aux sportifs, d'abord parce que les résultats nous montraient qu'il y avait vraiment un effort à faire, puisqu'ils étaient peu enclins à changer leurs habitudes, et que la population générale n'identifiait pas les sportifs comme une population vulnérable à la chaleur, bien évidemment en fonction de la pratique sportive. Et puis, on avait aussi de nombreuses recommandations à disposition. Nous avons travaillé avec l'INSEP, nous avons travaillé avec la direction des sports. Les recommandations sanitaires canicule du Haut Conseil de santé publique de 2014 fournit déjà de nombreuses recommandations. Donc, on avait de nombreux outils qu'on a transformés dans des conseils et astuces extrêmement simples. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un message positif, des solutions pour que justement les personnes qui pratiquent une activité sportive de manière individuelle puissent s'emparer de ces gestes. Concrètement, comment est-ce qu'on adapte sa pratique sportive, et cela quel que soit son niveau en fait de sport? On est bon, moins bon? Alors on va le découvrir avec les vidéos qui vont être diffusées bientôt, mais je vais vous délivrer quelques conseils. Déjà, plus les températures augmentent, plus on pratique son activité sportive tôt le matin. On écoute son corps. Quand il fait très chaud, qu'on n'a pas dormi, qu'on a passé une journée de travail dans un milieu avec une température élevée, soit on privilégie une activité douce, soit on reporte son activité sportive au lendemain. On a des tenues vestimentaires adaptées, amples, légers, transpirants, qui laissent passer la transpiration. Bien évidemment, on pense à l'hydratation et à l'alimentation. Donc, on conserve une bonne hydratation avant, pendant et après l'activité sportive. On continue à s'alimenter, comme d'habitude. Ça, je fais allusion aux fortes chaleurs où on a parfois envie d'alléger son alimentation, mais si on pratique une activité sportive, on maintient une alimentation équilibrée et normale. Alors en fait, si on est en bonne forme et bien préparé, il y a aussi dans ce sportif du dimanche, il y a aussi les personnes qui en vacances décident de reprendre une activité sportive, du tennis, alors qu'on s'est arrêté pendant une grande période avant, c'est ça. L'organisme n'est pas préparé, n'est pas entraîné. Donc il faut aussi avoir un bon entraînement, une bonne préparation physique pour commencer à faire du sport quand il fait chaud. Vous dites qu'en fait, l'idée c'est on parle de confort, on parle de bien-être quand on reprend du sport. C'est pas forcément d'aller pousser l'effort à son maximum, et surtout quand il fait chaud. C'est de pas se dépasser, de pas essayer de battre des records. Hein. C'est surtout ça. C'est ce qu'on dit dans la vidéo. Effectivement, c'est pas le moment de battre des records quand il fait chaud, mais on peut choisir soit une heure. Tôt le
matin, soit donc faire de la natation, aussi choisir des lieux ombragés pour continuer ou faire son activité sportive. Alors il y a 2 vidéos qui sont mises en ligne sur le site vivreaveclachaleur.fr. La première, donc qui vous explique en moins d'1 minute quelles pratiques sportives adopter quand les températures augmentent. Regardez. Comment adapter sa pratique sportive durant les fortes chaleurs? Quand il fait chaud, adaptez votre pratique sportive pour que cela reste un plaisir. Préférez les sports doux, comme le yoga, la marche ou la natation. Et portez des vêtements clairs, amples et respirants. Privilégiez des séances très tôt le matin après une nuit de sommeil si vous souhaitez continuer à pratiquer un sport plus intense, comme le vélo, la course à pied, le football. Pensez également à boire de l'eau avant, pendant et après l'effort, sans attendre d'avoir soif. Prenez une gourde pour vous hydrater, mais aussi pour vous mouiller le visage et le corps. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les fontaines d'eau potable sur votre parcours. Écoutez votre corps et faites plus de pauses que d'habitude pour récupérer. Ce n'est pas le moment de battre des records. Et voilà, vous en savez un peu plus pour mieux vivre avec la chaleur. Alors ce qu'il faut, Agnès, c'est que ça semble en fait être le b.a.-ba, mais il y a cette nécessité de devoir sensibiliser le grand public sur ces pratiques pour anticiper des risques. Oui, tout à fait, parce que nos études ont, comme je le rappelle, montré que non seulement l'activité sportive n'est pas considérée comme une activité à risque quand les températures augmentent, et puis donc la vulnérabilité à la chaleur est pour la grande majorité de la population associée aux personnes âgées, dans une moindre mesure aux enfants, mais il n'y a pas cette notion qu'une surexposition à la chaleur peut être à risque pour une personne adulte ou même un jeune enfant. Et donc c'est pour ça que il faut mettre l'accent. Ce dispositif est pérenne, hein, donc même si on fait une campagne de promotion tout au long de l'été, c'est un site internet qui est disponible et qu'on peut consulter tout au long de l'année. On va développer des partenariats, notamment avec la direction des sports, pour promouvoir et diffuser ces messages par anticipation, vous l'avez bien dit, parce que l'idée maintenant, c'est plutôt d'ancrer des habitudes de vie au quotidien. Donc parfois, il faut se préparer avant les fortes chaleurs. Et c'est pas parce qu'il fait pas super chaud en ce moment que dans 15 jours, dans 3 semaines, nous allons pas connaître des épisodes de forte chaleur comme tous les ans depuis quelques années. Il y a une autre question que vous posez sur le site à travers la seconde vidéo qui mise à votre disposition. Quand et où faire du sport quand il fait chaud? La réponse avec ces quelques secondes et ces quelques images. Regardez. Où et quand faire du sport lorsqu'il fait chaud? Lorsqu'il fait chaud, vous pouvez continuer à faire du sport, mais en adaptant votre pratique sportive car le corps se fatigue plus vite. À l'extérieur, pratiquez votre sport très tôt le matin, quand il fait encore frais. Et en journée, choisissez plutôt un lieu vert et ombragé, par exemple un parc ou une forêt. Si vous le pouvez, baignez-vous dans une zone surveillée comme un lac ou la mer. À l'intérieur, privilégiez les salles de sport rafraîchies ou les piscines ventilées. Votre ville peut adapter les horaires d'ouverture de certains lieux, comme les piscines, les stades ou les parcs, pour pouvoir y aller quand il fait moins chaud. Renseignez-vous à la mairie ou sur le site de votre ville pour connaître toutes les solutions proposées. Et voilà, vous en savez un peu plus pour mieux vivre avec la chaleur. Voilà, et puis on rappelle aussi que selon les municipalités, il y a des ouvertures nocturnes ou des aménagements d'horaires de lieux sportifs qui peuvent être adaptés à l'occasion de fortes chaleurs. Oui, notamment les piscines, les parcs, tout ce qui dépend de la municipalité. Il y a très souvent des aménagements en période de canicule.
Je voulais juste ajouter que au-delà de ces vidéos, nous avons des articles un peu plus complets sur le site et qui abordent aussi le risque solaire, puisque nous c'est quelque chose qu'on a intégré, puisqu'on préconise notamment aux sportifs de porter un chapeau, des lunettes de soleil, un t-shirt le plus couvrant et de mettre uniquement de la crème solaire sur les parties découvertes du corps, en privilégiant évidemment une activité sportive dans des lieux ombragés, qui sont moins exposés aux rayons solaires. Merci pour ces précisions, Agnès. Des questions, s'il y en a dans la salle, il y en a une qui est arrivée sur la plateforme de diffusion. On parle de différences physiologiques entre les femmes et les hommes à la résilience à la chaleur. La question est posée du rôle des tissus des tenues des athlètes et est-ce que ça justifie des tenues minimalistes des athlètes femmes ? Voilà. Ça a été un débat à un moment donné, peut-être. Jeanne, est-ce que vous avez la réponse déjà sur les différences physiologiques entre les athlètes hommes et femmes? On parlera des tissus après. Oui, il y a certainement des différences physiologiques entre les hommes et les femmes, comme on voit aussi sur les effets de performance. Là, au niveau, je pense que comme ils sont tous bien préparés, on fait les mêmes protocoles, en tout cas avec les hommes et les femmes. Donc là, on fait pas forcément une différence. Et comme avec tous les trucs, il y a toujours des différences hommes-femmes, mais il y a des grosses différences entre les individus. Donc je pense que la variabilité entre les deux sexes, ça ajoute à la variabilité individuelle qu'il y a entre même Agnès et moi, entre vous deux. Donc, et vous notez une différence, une influence, une incidence des fortes chaleurs selon que l'on soit un homme ou une femme ou non, ou ça dépend de l'individu, vraiment? Ça dépend certainement de l'individu. Moi, chez les athlètes, je vois pas forcément de différence entre hommes et femmes, mais on voit, mais ça c'est naturellement sur les élites. Donc on voit surtout la différence entre les individuels. Et sur les vêtements, par exemple, est-ce qu'il y a une approche un peu différente des athlètes quand il fait chaud? Alors, il n'y a pas d'équipementier là sur le plateau. On aurait peut-être pu poser aussi la question de savoir comment les équipementiers adaptent les matériaux, mais est-ce qu'il y a une approche aussi différente? Oui, tout à fait. Moi, je connais pas la spécificité au niveau des tissus et tout, mais les couleurs, ça joue un rôle. Comme on sait tous, les couleurs plutôt blancs que noirs sont préférentielles, mais aussi au niveau de type de tissu, il y a des suggestions, comme dans le positionnement de comité olympique qu'ils ont fait récemment. Je connais pas les détails, mais certainement le choix de vêtements joue un rôle. Si on doit pour ça changer le type et si c'est court ou pas, je pense que ça a plus à voir avec le nombre de spectateurs et les importances commerciales que la protection de l'athlète. Gilles, Agnès, si vous voulez réagir à la question. Oui, je pense que pour les équipements, il faut trouver un bon compromis entre se protéger des rayons solaires, mais en même temps, il faut que ce tissu puisse favoriser la sudation, puisque en fait, c'est la base de la thermorégulation. Donc, quand il fait chaud, il faut trouver ce compromis, quoi. Agnès, non. Parfait, très bien. Dans la salle, qui veut poser une question? Monsieur est là. Bonjour, je vais vous présenter, poser votre question. Bienvenue, monsieur. Denis Charpin, Aix-Marseille Université et Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. C'est une question pour Agnès Verrier. On a parlé des canicules de la température, mais à côté ou avec la température, il y a bien souvent des polluants atmosphériques et notamment l'ozone. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu en relation avec les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air pour adapter les pratiques? Alors, en fait, c'est un message qui est intégré dans l'article, dans un des articles où effectivement on a tenu compte de la présence d'épisodes de pollution en période de forte chaleur, et on a donné des conseils justement, ceux qui émanent du Haut Conseil de santé publique, de reporter son activité physique et sportive dans ce cas-là. Donc on a bien pris en compte le risque de pollution, et volontiers pour travailler avec Atmo ou d'autres fédérations qui mesurent la qualité de l'air pour promouvoir ce dispositif. Mais les conseils sont déjà intégrés, pas dans la vidéo, mais au niveau de l'article.
D'où la préconisation d'une pratique sportive tôt le matin, puisqu'on sait que même quand on est en période de pollution, il y a une pollution qui est moindre le matin qu'en journée. Il y a une question qui arrive là et qui est en lien avec ce que l'on dit. On parle de chaleur là dans ces échanges, mais il n'y a pas que la chaleur dont il faut tenir compte. Sécheresse, diminution des niveaux de l'eau, les fortes précipitations, les risques d'incendie. Est-ce que tout cela aussi est pris en compte, donc au sens plus large de la transition écologique, de l'évolution des rythmes météorologiques? Gilles, est-ce que vous en tenez compte aussi dans la sensibilisation que vous faites auprès des fédérations? Comme je vous l'ai dit, dans la deuxième partie du guide d'un été sportif et durable et responsable, donc il y a une partie sur le développement durable et évidemment ces questions sont abordées. Il y a des recommandations. On recommande aussi aux équipements sportifs d'avoir des systèmes hydroéconomes, ce qu'on appelle, parce que justement la gestion des eaux c'est un problème important. C'est comme on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est comme il y a aussi des équipements sportifs qui sont climatisés, donc pour la chaleur c'est une bonne chose, mais ce sont des équipements aussi qui sont énergivores et donc il faut aussi bien les utiliser. Et d'ailleurs il y a des recommandations donc pour les salles sportives, je crois qu'il ne faut pas que la température soit en dessous, que la température de la climatisation soit en dessous de 26 degrés, parce qu'après c'est trop énergivore, et après surtout il faut respecter que les ouvrants soient tous fermés, sinon ça n'a aucun sens. Le corps réagit différemment. Est-ce que vous avez étudié cela selon la différence de température extérieure et intérieure? J'imagine que le corps ne réagit pas pareil. On parle de climatisation des lieux fermés. J'imagine que le rôle de l'humidité, parce qu'à l'intérieur, c'est nous qui fixons l'humidité et il n'y a pas de radiation. Donc à l'extérieur, ça sera encore plus compliqué parce que ça peut être plus humide. Donc la transpiration, c'est plus dur à perdre de la chaleur via transpiration, mais aussi si tu as la radiation solaire qui tape sur la peau, ça va ajouter de chaleur en plus. Donc si tu as la même température à l'extérieur qu'à l'intérieur, surtout si tu n'es pas à l'ombre, ça sera plus dur. Est-ce qu'il y aurait une autre question parmi vous pour évoquer ensemble les changements de pratiques sportives en tenant compte l'augmentation climatique? Quelqu'un a levé la main là-bas? Je ne sais pas, oui. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue. C'est une question plutôt pour Madame Verrier. On a parlé de stratégies qui ciblaient beaucoup les individus. Est-ce qu'il y aurait des stratégies qui seraient mises à d'autres niveaux, dans les villes, je ne sais pas, planter des arbres, adapter certains horaires de travail dans les entreprises pour permettre aux gens de pratiquer, ou à d'autres niveaux? Oui, Merci. bien sûr, il y a notamment d'autres actions qui sont faites au niveau des territoires, mais notre mission à Santé publique France et en particulier à la direction de la prévention et de la promotion de la santé et de promouvoir les comportements favorables à la santé. Donc là, je vous ai présenté ce qui est dans notre scope. On aurait pu aussi inviter d'autres intervenants qui auraient parlé effectivement de ces adaptations au niveau des milieux, des territoires, etc. Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro dans la salle? Levez la main, allez-y, n'hésitez pas. Bonjour. Je vous laisse vous présenter et poser votre question. Bonjour, Marie Moisin, je suis représentante d'une fédération étudiante. Vous parliez tout à l'heure donc de la promotion de l'activité physique à des fins de santé. Concernant les recommandations pour les futurs professionnels de santé ou les professionnels de santé actuellement qui encadrent ces pratiques d'activité physique, qu'est-ce que vous leur diriez? Je vous invite peut-être à suivre la prochaine session. Je ne sais plus si les intervenants sont encore là, qui va porter sur l'activité sportive. Moi, je n'ai pas forcément de réponse à vous fournir dans l'immédiat. On traitera le sujet donc tout à l'heure, c'est ça Agnès? Parfait, à 15h. À 15h, vous avez le programme, j'imagine, regardez, il y a le sujet qui sera traité. Autre question dans la salle? Est-ce que quelqu'un lève la main? Allez-y, là-bas, monsieur. Puis j'ai une remarque qui arrive juste après sur le live. Bienvenue, bonjour.
Bonjour, Olivier Houchot, je suis médecin. Est-ce que pour les personnes qui sont en surpoids, et parfois en surpoids très important, à qui on conseille de faire le plus d'activités possible, dans ces situations-là de grande chaleur, est-ce qu'il faut maintenir cette recommandation ou il vaut mieux leur demander de faire une pause dans les grandes chaleurs ? Alors, ce sont des personnes effectivement qui cumulent les risques qui sont d'avoir un impact sanitaire. Je ne connais pas les recommandations officielles, mais intuitivement, je me placerais plutôt comme les personnes asthmatiques en cas de pollution atmosphérique combinée à forte chaleur, de reporter leur activité ou de maintenir une activité douce. Voilà, donc toujours dans le fait d'adapter sa pratique sportive. Oui, j'irai dans le même sens d'Agnès. Alors si c'est quelqu'un qui déjà suit un programme, donc je pense qu'il faut qu'il continue à le faire, mais évidemment à des horaires où les températures sont les plus clémentes. Par contre, si c'est quelqu'un qui commence un programme, justement, là je lui conseillerais plutôt de le reporter. Autre question dans la salle, peut-être. Alors j'ai pas une question, c'est une remarque qui arrive sur le live. Le compromis entre vêtements et anti-UV et prévention coup de chaleur, en fait, est relativement simple, parce qu'on nous dit un vêtement ordinaire, fibre naturelle claire, par exemple du coton ample, et ça, il paraît que ça fonctionne très bien. Et voilà. Vous validez ? Non, Jeanne n'a pas d'avis sur la question. Je suis... Gilles, tout à l'heure, c'est un compromis qu'il faut trouver. C'est un compromis. Donc, après, il y a probablement plusieurs recettes. Dernier tour de table, de manière générale, à vous entendre, et après avoir entendu tout ce que vous nous avez partagé pendant pratiquement 1 heure, il est important en fait d'anticiper chacun dans vos domaines pour s'adapter. L'anticipation est nécessaire. Jeanne ? Oui. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on met en place les protocoles d'acclimatation avec les athlètes. Mais aussi, je pense au niveau organisation et tout, donc il y a certainement besoin d'anticipation des canicules ou des grandes chaleurs pour les sportifs. Anticiper aussi avec les fédérations. On est sur du temps long ou du temps moyen avec les fédérations ? Est-ce que quand vous faites des préconisations, des recommandations, est-ce que les fédérations rapidement enclenchent des actions concrètes par la suite ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui ont déjà inscrit dans leur règlement certaines dispositions en cas de forte chaleur. Donc en fait, elles les mettent en application, mais c'est bien évidemment, il faut anticiper. C'est pas quand vous prévoyez d'organiser une manifestation sportive et que c'est pas la veille que vous allez vous mettre en marche pour dire demain c'est canicule et donc il faut que les personnels soient formés, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau, il faut que le site éventuellement soit aménagé. Donc tout ça s'anticipe. Ça veut dire qu'il faut automatiquement, quand on organise des grands rassemblements, des compétitions, avoir un plan B en cas de forte chaleur ou en cas d'épisodes météorologiques un peu intenses. Exactement. Je pense que c'est vraiment ce qui est important. J'en profite parce que j'ai la parole. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais on n'a parlé que vraiment chaleur. Mais je crois qu'il y a un point aussi qu'il faut évoquer. On a remarqué que pendant les épisodes de canicule, il y avait une augmentation des noyades. Et donc, en même temps, dans notre guide été et en même temps dans nos campagnes de communication, il y a évidemment une campagne de prévention des noyades. C'est quand même très important. Parce que pendant ces épisodes, les gens, pour se rafraîchir, peuvent se baigner n'importe où, pas forcément dans des lieux où les baignades sont surveillées. Et donc c'est là où il y a souvent des risques d'accidents et on note vraiment une nette augmentation pendant ces périodes des noyades. Attention si vous allez vous baigner dans la Seine cet été. Donc, il paraît que c'est bientôt possible. Donc, Agnès, anticiper, c'est peut-être plus facile d'ailleurs pour les sportifs du dimanche d'anticiper ou en tout cas d'adapter sa pratique plutôt que pour les fédérations. Oui ou non ? Oui, c'est plus facile s'ils sont enclins à adapter leur pratique en fonction des températures. C'est d'ailleurs pour ça que notre campagne de promotion de ce nouveau dispositif a commencé début mai et donc va se prolonger tout au long de l'été. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un site pérenne, donc que tout le monde va pouvoir consulter et on va le promouvoir à d'autres périodes avec des partenariats de proximité.
Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, vous savez s'il y a un risque que des épreuves soient décalées en cas de canicule, en cas de forte chaleur, ou c'est pas prévu, ou vous n'avez pas l'information? Oui, le COJO a prévu des dispositions en cas de chaleur extrême, et donc il y a probablement des épreuves qui pourront être reportées, bien évidemment. Merci à tous les trois d'avoir pris part à cet échange. Merci Jeanne Boutel, merci Gilles Lansarguex et Agnès Verrier. Je vous rappelle le site vivreaveclachaleur.fr que vous pouvez consulter, qui est un très très bon outil de sensibilisation auprès du grand public. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première session de l'après-midi. Les rencontres de Santé publique France continuent, prochaine session dans 15 minutes. Merci beaucoup.